Bonjour. On entend pas mal de choses sur la procrastination. Nous avons aussi pas mal d'idées préconçues. Et on a chacun notre propre définition qui nous arrange. Je passerai d'ailleurs du on au nous selon le degré de culpabilité acceptable. La première image qui vient, c'est procrastination égale fainéantise. Alors que c'est tellement plus que ça. Allons faire un petit tour du côté des perfectionnistes par exemple. Fainéant? Non. Un détour vers le syndrome de l'imposteur alors? Truc de flemmard? Tout le contraire. La peur de l'échec, parce qu'on n'a pas envie de revivre une déception, et aussi la peur de réussir, par une estime de soi qui ne correspond pas à nos aspirations. Bah, on est bien loin de la trinité cahuète, bière tiède, Netflix, non? Dans toutes ces facettes de la procrastination, je vois plutôt des personnes qui galèrent, plutôt que des gens pépères qui le vivent tranquillou. D'ailleurs, certains vivent très bien cette procrastination parce que tout le temps passé à remettre à demain, ils l'utilisent pour jouer à l'explorateur au grand safari de la connaissance. Youpi! Ils ont néanmoins parfaitement conscience que leur petit arrangement avec le calendrier leur coûte bien cher. Pas youpi. Et les personnes super curieuses, avec leur radar à luciole, avec tout ce qu'il y a d'intéressant à découvrir, ne sont pas en reste loin de là. La plupart des gens qui procrastinent vivent assez mal cet état de fait. Leur projet n'avance pas, la flamme du matin s'éteint au moindre souffle, le délice de s'y mettre prend le goût amer de la veille où on s'y était déjà mis en vain. L'estime de soi, qui était déjà pas en haut du podium, descend d'une marche à chaque fois. Alors bien sûr, il y a les bonnes résolutions, le Miracle Morning, les autopromesses, la douche froide, les conjurations, les to-do list. Mais si ça marchait, les fabricants de post-it auraient déjà fait fortune. Je viens d'apprendre qu'ils ont effectivement fait fortune parce que les gens achètent leurs produits pour ensuite les jeter, un modèle économique plutôt rentable. Pourquoi je vous parle de tout ça et comment j'ai toutes ces infos sur la procrastination? Grâce aux témoignages spontanés de procrastinateurs sur Insta? Pas du tout. Bizarrement, les gens qui procrastinent sont moins exhibitionnistes que les amateurs de spritz au coucher du soleil. Ou ils posteront là-dessus demain. Alors, comme le sujet m'intéresse, j'ai mené ma propre enquête. Mais d'abord, pourquoi ça m'intéresse? Ça m'intéresse non pas parce que je ne procrastine jamais et que je ne cherche jamais mes clés dans le noir grâce à la sainte auréole qui ceint mon abondante chevelure, non. Ça m'intéresse directement parce que la procrastination est liée à la créativité. Je m'explique. Mihaly Csikszentmihalyi, à mes souhaits, grand psychologue théoricien du flow, cet état d'expérience optimale, a aussi longuement étudié la créativité. Il en a identifié 4 freins. Le manque de concentration, le fait d'être débordé, submergé sous l'eau, le manque d'objectifs clairs et la procrastination. Bah oui, parce que avec un objectif clair, de la concentration, un peu d'espace mental disponible et sans procrastination, nous sommes inarrêtables. Et ça marche pareil avec la productivité d'ailleurs. Ça tombe bien, la créativité, passer des armes de distraction passive aux outils de création active, et la productivité, travailler moins pour avoir plus de temps, sont parmi mes sujets préférés. Revenons à mon étude sur la procrastination. J'ai sollicité les personnes qui me font l'honneur de ma newsletter chaque vendredi afin qu'ils remplissent un petit questionnaire. Un vrai challenge d'interroger sur la procrastination et d'attendre une réponse. J'ai dû utiliser le triple combo. Appel à l'action minimale, répondre seulement OK pour dire qu'on va participer. Provocation, je leur ai dit que personne n'allait répondre, vu le sujet. Et un petit cadeau à la clé à tous ceux qui ont répondu OK avant de leur envoyer le questionnaire. Principe de réciprocité. C'était pas facile. Ainsi, j'ai eu plusieurs dizaines de retours. J'ai aussi fait plusieurs interviews IRL, enfin, pour de vrai, dans la langue de M. Pokora. Une belle proportion de personnes multicurieuses, parmi ces personnes d'ailleurs. C'est pas non plus une enquête internationale croisée en double aveugle, mais bon, j'ai pas fait sociaux, dommage, j'aurais pu vous épater avec des camemberts et des interprétations formidables. Qu'en ai-je tiré? Pour un gros tiers des personnes, la procrastination est un phénomène majeur dans leur travail perso ou pro. Il ressort un fort sentiment de fatalité et d'impuissance face à l'action. La panique ne semble pas une si bonne solution que ça en fin de compte. Les notions de culpabilité et de sentiments négatifs en fin de journée sont également souvent très présents. Le manque de concentration tient aussi une bonne place. Tiens. Et surtout, il y a une recherche de solutions qui apparaît nettement. Rien de neuf, me direz-vous, non? Vous reconnaissez quelques aspects qui vous touchent? J'ai lu des témoignages qui m'ont fait de la peine. Beaucoup d'efforts pour lutter contre cette procrastination, pas mal de contraintes que nous nous imposons pour finalement bien peu de résultats.
Et en plus, un sentiment de ne pas pouvoir pleinement vivre sa curiosité. Et si nous arrêtions de nous faire du mal? Quand le bâton ne marche pas, reste la carotte. Au lieu de se contraindre à être productif en marche forcée, au lieu de manger le crapaud en début de journée, le concept Eat the Frog First, faire le plus difficile en tout début de session de travail, au lieu de partir sur la discipline impérative, qui ne marche pas pour tout le monde de toute façon, s'appuyer sur nos ressentis, et pas ceux de culpabilité, non. Utiliser la joie, la fierté, ou même seulement le sentiment de soulagement, l'enthousiasme, l'imagination, la visualisation, se rendre compte que c'est une image bien dégueu que celle du crapaud qu'il faudrait avaler, alors que c'est peut-être juste une histoire de tâche que nous imaginons énorme. Hey, vous savez quoi? Bonne nouvelle. Les tâches énormes, impossibles, nous pouvons les diviser et les diviser encore. Nous pouvons nous former. Nous sommes d'ailleurs nombreux à être super forts là-dessus, à ne jamais arrêter de nous former. Nous pouvons aussi nous faire aider, y arriver petit à petit. Nous pouvons surtout nous voir en train de réussir. Nous pouvons utiliser la visualisation et nos ressentis pour faire venir une joie à l'avance et nous servir de cette joie comme énergie. Plutôt que de passer la journée à ruminer la douleur de quelque chose que l'on n'arrive pas à surmonter, anticiper en début de session de travail une joie de quelque chose qui sera bel et bien fini à la fin. Et s'y mettre, bien sûr. Ce n'est pas forcément pour tout le monde de s'appuyer sur ses ressentis, son imagination, sa capacité de se projeter et de visualiser. Pour cela, il faut un esprit et un cœur. Ah bah si, c'est pour tout le monde en fait. Il suffit juste d'ouvrir les deux. Même si ça fait cucul à praline de dire ouvrir son cœur ou dire ressentir de la joie, de toute façon, en général, le cynisme, je préfère le laisser de côté. Je préfère la joie. Ceux qui ont vu le film Vice-Versa le savent bien, c'est plus sympa comme auteur. Pour pouvoir utiliser ces ressentis afin d'avancer concrètement, il est nécessaire de rajouter un ingrédient essentiel, l'intention. Ça, nous en avons plein. Et il faut une technique de visualisation qui soit efficace, de la visualisation intentionnelle. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous abonner à ma liste de diffusion. J'envoie une histoire inspirante chaque vendredi et je ne spam jamais. Le lien est dans la description. Et si vous n'avez pas vu vice-versa, quelle chance, vous pourrez le voir pour la première fois. Merci de m'avoir écouté.